D'ailleurs, il y a même certaines agences spatiales qui travaillent sur aussi les insectes parce qu'ils se disent pour aller vers l'espace, on ne peut pas amener des moutons, on ne peut pas amener des trucs, mais on peut amener des insectes. Bienvenue au 5e numéro de votre podcast Gesto où nous parlons recherche et sciences. Aujourd'hui, j'accueille professeur Abdoulaye Bayla Ndiaye, directeur de l'IFAN. Professeur Ndiaye est spécialiste d'entomologie. Il est donc spécialisé dans l'étude des termites et des fourmis en Afrique de l'Ouest. Docteur en biologie animale, ses travaux de recherche portent sur la diversité et l'écologie des termites et des fourmis en Afrique de l'Ouest, mais aussi sur l'impact de la macrofaune terrestre sur la fertilité des sols en zone sèche, notamment au nord du Sénégal, ainsi que sur la valorisation des déchets organiques domestiques pour la production de protéines, de compost, de méthane, entre autres. Alors, professeur Ndiaye, quand on parle des insectes, votre spécialité donc, on a l'impression que les insectes sont nuisibles et qu'ils n'ont aucune utilité pour l'écosystème. Or, ce n'est vraiment pas le cas, n'est-ce pas? Effectivement, au niveau de la perception, globalement, chez les populations, les insectes sont perçus comme étant des organismes nuisibles ou des organismes qu'on n'aimerait pas approcher parce que ils sont liés à des déchets, ils sont liés à des excréments ou quelque chose comme ça. Mais si on examine un peu de manière plus approfondie les relations entre les insectes et nous les humains, ou les relations entre les insectes et le milieu et l'environnement, on se rendrait compte que les insectes sont plutôt utiles pour nous et dans certains cas, sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de nos activités qui dépendent exclusivement des insectes. Donc, il y a un grand rapport entre l'homme et les insectes et en général, ils ont un rôle important dans l'écosystème et dans l'environnement. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce rôle dans l'écosystème? Effectivement, ils sont très importants pour nous en tant qu'êtres vivants parce qu'il faut se rappeler que nous vivons dans un environnement. Et dans cet environnement qui a des propriétés physiques, chimiques, etc., à l'intérieur de cet environnement, on a des organismes qui évoluent. Et parmi ces organismes, il y a l'homme, bien entendu, et puis aussi il y a les insectes, et puis il y a d'autres espèces animales et végétales. Donc tout ce monde-là entretient des relations entre eux, et ils entretiennent également des relations avec le milieu dans lequel ils vivent. Donc, si on prend par exemple le nombre d'espèces qu'il y a au niveau de cet environnement, les 80% sont des insectes. Ce qui veut dire donc la nature des relations qu'il y a entre l'homme et son milieu, où il trouve sa nourriture, où il trouve l'eau, où il trouve l'énergie, ses ressources, etc. Donc, l'essentiel de ces rapports, de ces relations-là, sont régis par les insectes. Donc là, c'est déjà un premier niveau d'importance des insectes pour l'homme dans le milieu au niveau duquel il évolue. Parce que les réseaux trophiques qu'il y a au niveau... Réseau trophique, c'est la chaîne alimentaire, si on veut, qu'il y a. Et vous savez que la chaîne alimentaire est extrêmement importante dans la stabilité du milieu. Et cette stabilité du milieu repose sur les insectes. Donc là, c'est déjà un premier niveau extrêmement important. Si on approfondit un tout petit peu, par exemple, l'homme tire beaucoup de ressources des plantes. Je ne parle même pas de la production d'oxygène par les plantes, les services écosystémiques, mais je parle des ressources qu'on peut tirer directement des plantes, sont intimement liées à l'activité des insectes au niveau du milieu. Donc si on éliminait les insectes, la plupart de ces ressources qui sont utilisées par l'homme disparaissent du coup. Donc là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a si bien compris ça, qu'il y a beaucoup de nos activités comme l'élevage, comme l'agriculture et même l'industrie qui dépendent directement
de l'insecte, soit en tant que ressource, l'insecte lui-même en tant que ressource, ou l'insecte qui est impliqué dans la production de la ressource. Il y a certaines plantes qui sont cultivées, beaucoup de plantes d'ailleurs, qui sont cultivées, qui sont des plantes à fleurs, dont la production est intimement liée à la pollinisation. Et cette pollinisation, elle est effectuée par les insectes. Donc, si vous supprimez les insectes, vous supprimez ces plantes-là. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important. Les plantes aussi tirent leur nourriture, leurs nutriments du sol. C'est l'eau, ce sont les minéraux. Donc, l'eau, ça vient de la pluie, ça doit s'infiltrer à l'intérieur du sol. Donc, le sol doit avoir certaines propriétés qui lui permettent non seulement qui permettent à l'eau de s'infiltrer, mais qui permettent aussi à l'eau d'occuper un certain espace. Et ça, il y a une certaine catégorie d'insectes qui permettent à l'eau, au sol d'avoir ces propriétés. Donc si vous les éliminez, du coup aussi, cette caractéristique importante du sol par rapport à la végétation disparaît. L'autre chose aussi, c'est que dans cet environnement, dans ce milieu où vous avez beaucoup d'organismes qui évoluent, depuis des organismes microscopiques jusqu'à des organismes de très grande taille comme les éléphants, etc., ces organismes vivent et aussi meurent. Les plantes aussi produisent des ressources, mais produisent aussi beaucoup de litière. C'est du bois mort, c'est des feuilles mortes, etc., qui tombent au niveau du sol. Les animaux morts aussi, ils sont là, à la surface du sol. Il faudrait aussi, là aussi, qu'ils retournent au sol. Et là, vous avez aussi des insectes qui participent à la dégradation de la matière organique que vous avez au niveau du sol. C'est le cas, par exemple, du bois, des feuilles, etc. Mais aussi, les animaux qui sont morts aussi, il faut dégrader ces cadavres-là. Là aussi, vous avez une catégorie d'insectes qui intervient dans ça. Là aussi, c'est quelque chose d'important. En dégradant aussi, ils transforment cette matière organique, cette biomasse animale, végétale, aussi en minéraux qui vont se retrouver au niveau du sol que les plantes peuvent recycler. Donc, ils jouent un rôle important aussi au niveau du cycle de la matière. Ok, vous avez justement abordé la question de la fertilité des sols et le rôle de ces insectes-là dans la fertilité. Ça nous amène à discuter un peu de leur rôle au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait s'imaginer une agriculture durable en Afrique qui s'appuie justement sur cette interaction entre les insectes et l'homme pour avoir une agriculture beaucoup plus durable et beaucoup plus peut-être productive? Oui, vous savez, en Afrique, depuis des millénaires, c'est l'agriculture durable qu'on pratiquait en réalité. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même si, du point de vue scientifique, il y a certains qui ont remis au goût du jour un peu ce qu'on appelle l'agroécologie, qui permet d'exploiter de manière durable les sols, la végétation, etc. Mais en Afrique, c'est quelque chose qu'on faisait avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement quand on produit une plante, on essaie de ne pas la cultiver sur de très vastes superficies en monoculture. Donc, quand on fait cela, déjà, on débarrasse l'aire de culture de toute autre plante. Il n'y a que la plante cultivée qui va persister. Donc, la biodiversité, elle est éliminée. Vous éliminez la biodiversité végétale, vous éliminez aussi la biodiversité animale, des micro-organismes qui se trouveraient au niveau de votre parcelle. Quand toute cette biodiversité part, il ne restera plus que votre plante et le sol. Et votre plante à elle seule, elle ne peut pas donner au sol les caractéristiques nécessaires pour pouvoir trouver sa nourriture, pour que l'eau puisse s'infiltrer, etc. Donc avec le temps, le sol va s'épuiser, il ne va plus rien produire. Alors que chez nous, en Afrique, je veux dire, et aussi dans d'autres parties du monde, l'agriculture qui était pratiquée, c'est une agriculture où il y avait toujours la biodiversité qui était conservée, il y avait toujours les fonctions biologiques des différents organismes qui sont là, qui se maintiennent, qui permettent un certain équilibre au niveau du système écologique. Donc le système continue de produire ce qu'on attendait de lui et aussi permettre aux autres organismes qui sont au niveau du système de vivre. Donc ça, c'est parfaitement possible parce que ça existait déjà. Qu'est-ce qui peut être aujourd'hui, mais il me semble qu'on est en train de les perdre de plus en plus par une agriculture
beaucoup plus industrialisée. Comment la recherche pourrait aider justement à revenir sur cette agriculture durable qu'on pratiquait jadis? De plus en plus, au niveau des zones où on pratique la monoculture, on utilise de plus en plus d'intrants chimiques, des engrais, des pesticides. Donc on se rend compte que avec le temps, la production n'est plus aussi importante, elle n'atteint plus les rendements ou en tout cas les tonnages attendus. D'ailleurs, même à un certain moment, on a une baisse et on arrive à un moment où le sol ne produit plus rien. Donc, les gens sont obligés de trouver des alternatives. Et au niveau de la recherche, les gens, nous et bien d'autres chercheurs à travers le monde, travaillent sur ces questions. On en est même arrivé à certains endroits où les sols sont complètement dégradés. Il est question de leur redonner vie. Et là, il y a beaucoup de chercheurs, d'équipes de recherche à travers le monde qui interviennent dans ça. Nous, on a eu à travailler dans le nord du Sénégal, dans des zones dégradées où au niveau du sol, sont des sols encroûtés, il n'y a presque plus d'herbes qui poussent. En manipulant la macrofaune du sol, principalement les termites, on arrivait à redonner au sol des propriétés qui leur permettent en fait de faire pousser de l'herbe ou faire pousser des cultures. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible et la recherche peut accompagner les décideurs dans ces politiques de réhabilitation des sols. Comment justement, au-delà des décideurs et les communautés, comment les accompagner? Parce qu'ils ont des savoirs, qu'ils ont parfois eux-mêmes des savoirs endogènes, qu'ils ont sur tel insecte qui pourrait être utile à l'agriculture, etc. Est-ce que vous travaillez parfois avec les communautés pour pouvoir recenser leurs connaissances, les connaissances endogènes qu'ils ont développées autour des insectes et de l'agriculture? Il y a des chercheurs effectivement qui essaient de travailler avec les populations pour essayer de savoir quelles étaient les solutions qu'ils avaient par rapport à certaines difficultés que les gens rencontraient au niveau de l'agriculture, de la pêche et bien dans d'autres secteurs, hein, ce qui est communément appelé le savoir endogène. Pour moi, c'est juste son savoir, hein. Mais ce qui est regrettable, c'est que pendant très longtemps, on a considéré ce savoir qu'on appelle encore de manière un peu réducteur savoir endogène. On a tendance à l'occulter, à l'oublier, se dire que le seul savoir qui a de la valeur, c'est le savoir qui est obtenu par les méthodes dites scientifiques, etc. Mais on se rend compte de plus en plus que effectivement, c'est un savoir qui est là, mais ce qui est un peu dommage, c'est que les gens ne travaillent pas de manière pluridisciplinaire autour de ces questions-là. Vous avez des anthropologues qui peuvent étudier ces questions. Nous, par exemple, on n'a pas de manière formelle travaillé sur ces questions, mais quand on fait des enquêtes, on travaille sur un thème précis en entomologie, en agriculture ou autre. Il arrive que les gens fassent des enquêtes. Et en faisant des enquêtes, il y a certaines informations, il y a un certain savoir dit endogène qui émerge et on se rend compte que c'est en parfaite cohérence avec les hypothèses qu'on se faisait ou ça explique les résultats auxquels on est arrivé. Avant de nous quitter, on pourrait peut-être aborder un peu les recherches que vous avez eu à mener, notamment sur la valorisation des déchets organiques avec les insectes. Qu'en était-il de ce projet réellement? Pour ce qui concerne la valorisation des déchets, ça découle de ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, au niveau des différentes fonctions que les insectes peuvent avoir au niveau de leur environnement. Il y a certains insectes, de manière naturelle, se nourrissent de déchets. Donc là, si vous voulez, c'est une application de ces données qu'on trouve dans la nature. Il y a certains insectes, là, pour le cas d'espèce, il s'agit d'une espèce de mouche qu'on appelle Black Soldier Fly, la mouche soldat noir. Donc ces mousses-là, c'est des mousses d'assez grande taille qui se développent sur des déchets végétaux, animaux, et qui sont capables de produire des populations importantes quand les conditions sont favorables.
Donc, vous savez que chez nous, au niveau de nos villes, les grandes villes, les petites, même les moyennes et même au niveau des petites villes, il y a des quantités importantes de déchets organiques qui sont produits tous les jours et ça pose déjà un problème de gestion de ces déchets. Or, les déchets organiques peuvent être dégradés par ces mouches-là. L'idée que nous avons, c'est d'essayer de voir les types de déchets sur lesquels on peut élever ces mouches pour produire de grandes quantités de larves. Et ces larves de mouches, en fait, ce sont des protéines. Et ces protéines-là, on pourrait les utiliser dans la fabrication d'aliments pour les poissons en aquaculture ou alors pour la volaille au niveau des élevages de poulets et autres. La difficulté, c'est quelque chose qui est déjà connu, hein, qui se pratique dans beaucoup de pays, en particulier au niveau de l'Asie. Mais même en Afrique, dans certains pays, ça se développe bien. En Afrique de l'Est, par exemple, au Kenya, Tanzanie, Ouganda, c'est aussi très développé. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est relativement peu développé. Donc l'idée que nous avons, c'est d'acclimater cette mouche et de voir dans les conditions physiques, chimiques, d'humidité, etc. Aussi la lumière et tout ça qui permettent sur certaines catégories de matières organiques, de produire des quantités importantes en un temps court. Ce qui pourrait être une alternative à la cherté, par exemple, des aliments de volaille. Effectivement, parce que les aliments de volaille, les aliments aussi pour les poissons de l'aquaculture, c'est un facteur limitant en fait de ce secteur-là. Parce que c'est le plus souvent, soit c'est l'aliment qui est carrément importé, ou alors c'est les intrants qui sont importés. En particulier les protéines qu'on ajoute au niveau du maïs ou d'autres céréales qu'on utilise pour fabriquer ces aliments. Donc la production de protéines à partir des insectes est beaucoup plus rentable. Et nous, on cherche à maîtriser un peu dans l'environnement sénégalais cette production de mouches. On travaille un peu à ça. L'autre chose que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a, avec les difficultés, ça commence, et ça pourrait devenir encore plus problématique dans les années à venir, c'est l'élevage de poulets, l'élevage de vaches, de moutons, etc. Avec la dégradation de l'environnement et aussi de plus en plus, on parle des effets, l'effet de serre au niveau mondial, etc. Tout ceci réuni fait que la production de viande devient de plus en plus problématique. Donc la source de protéines pour l'homme risque d'être quelque chose un facteur extrêmement important au niveau des populations humaines. À cela aussi s'ajoutent les ressources halieutiques qui se raréfient de plus en plus. Donc là, il y a beaucoup de penseurs, beaucoup de chercheurs qui font des projections. C'est-à-dire d'ici quelques années, la source de protéines la plus économique, la plus accessible, qui pourrait permettre à l'humanité qui devient de plus en plus importante, ce seraient les insectes. Et il y a des gens qui se sont carrément positionnés sur l'étude de ces insectes comestibles pour l'homme. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des populations humaines aujourd'hui, et même hier, depuis très longtemps, qui consomment de manière régulière les insectes. Mais comment dépasser cette barrière psychologique? Il m'a semblé avoir vu une consommation d'insectes au Burkina Faso, mais il y a toujours cette barrière culturelle qui fait ou psychologique qui fait qu'on a un peu de mal, alors qu'on sait que c'est vraiment, ça produit vraiment une bonne protéine pour l'organisme. Ouais, effectivement, il y a cette barrière qui existe au niveau de certaines populations dans certaines régions du monde. Quand les gens s'urbanisent, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. On dit qu'il y a certaines choses qu'on ne veut plus faire. Il y a certaines choses, on ne s'imagine même pas que les gens peuvent consommer des insectes.
Alors que dans d'autres régions du monde, jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, la consommation des insectes est aussi naturelle pour ces populations-là que comme les autres qui mangent le poulet, la viande, etc. Donc ça, c'est variable en fonction des régions. En fonction des régions, c'est très variable. Maintenant, le problème qui se pose, c'est un problème de futur de l'humanité, tout simplement. Parce qu'on risque d'arriver à un moment pour trouver le complément en protéines de la ration alimentaire des humains, on est obligé d'aller vers les insectes. Donc là, il faudrait dès maintenant préparer les gens. Pourquoi les insectes? Parce qu'ils constituent le règne animal le plus nombreux. C'est plus facile à produire, tout simplement. Parce que pour produire de la viande, il te faudra des superficies énormes, il te faudra produire l'herbe, il faudra produire ceci, cela, ce qui fait que des superficies énormes, de l'énergie en quantité importante par rapport à une population mondiale qui explose. Les mers qui deviennent de moins en moins poissonneuses, etc. Donc, les animaux qu'on pourrait produire le plus facilement possible sans avoir à utiliser des quantités importantes d'eau, sans avoir à utiliser des superficies importantes, ce sont les insectes. Donc pour la même quantité de viande que tu produirais avec le bœuf, le mouton, etc., la quantité d'énergie, la quantité d'eau, les investissements, la superficie que tu vas utiliser sera de loin plus faible quand tu travailles quand tu produis avec les insectes plutôt qu'avec l'élevage classique. Donc ça, c'est un élément important pour le futur de l'humanité. D'ailleurs, il y a même certaines agences spatiales qui travaillent sur aussi les insectes parce qu'ils se disent pour aller vers l'espace, on ne peut pas amener des moutons, on ne peut pas amener des trucs, mais on peut amener des insectes. Donc, on pourrait amener des insectes dans l'espace. C'est juste dire que l'environnement, en fait, de ce qui apparaît de notre discussion, l'environnement est carrément interconnecté et chaque espèce a aujourd'hui un rôle important à jouer. Professeur, votre dernier mot? Effectivement, quand on parle de la protection des écosystèmes, de notre environnement, ce n'est pas parce qu'on aime les autres insectes, c'est tout simplement parce que c'est essentiel, c'est vital pour nous, tout simplement. Ils disparaissent, nous disparaissons avec. Tout à fait. Donc, essayons de les protéger et surtout menons des recherches assez futuristes comme ce qu'on fait ici à l'IFON. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre podcast Gusto où nous abordons recherche et sciences. À très bientôt.